Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui sur le premier sommet Apiculture et Conscience, coopérer avec les abeilles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Floris Anas, technicien en apiculture. Bonjour Floris. Bonjour Vincent, c'est un plaisir qui est partagé. Donc, Je suis content de participer à ce séminaire qui a une portée hautement philosophique. Donc, c'est à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation d'abord et puis de partager surtout ton regard en fait de technicien en apiculture face notamment aux enjeux et défis auxquels est confrontée l'abeille, notamment, et les apiculteurs aussi par conséquent. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous partager en quoi participer à cet événement fait-il du sens pour toi? Ben moi, le sens de l'abeille, c'est que j'ai une fibre écologique et bon, je me cache pas par rapport à ça. Bon, il y a le côté pollinisation que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais à mon compte. Ben ça permet l'alimentation animale. Voilà, on est sur le végétal, on est sur le lien entre l'animal et le végétal. Et nous, on est au milieu et aussi on entretient gratuitement les paysages. Donc voilà. Après, il y a malheureusement le côté économique, mais ça fait partie de la règle du jeu. Voilà, c'est ça qui a du sens pour moi. D'accord. Et donc, pour nos auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement et notamment sur ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à l'abeille? Puisque, me semble-t-il, tu n'es pas au départ fils d'apiculteur ou d'apicultrice. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce qui t'a amené aux abeilles? Moi, à la base, je suis formé en tant que technico-commercial à l'international. Donc, j'ai bossé chez Total. Il y a eu la catastrophe de l'Erika bon, ben, j'ai démissionné, j'ai pris le pognon de chez Total et puis après avoir fait plein de petits boulots, ben, je suis tombé dans une miellerie j'avais le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je recevais des touristes, je leur faisais des visites, j'avais étudié l'abeille, mais j'avais jamais ouvert une ruche. Donc voilà, avec un de mes meilleurs amis, on s'est mis à faire un petit peu d'apiculture, mais plein d'apiculteurs ne jouent pas le jeu. Et voilà, donc je suis allé en formation à Rodillan, à côté de Nîmes, avec Michel Tardieu et Jean-Marie Barbanson. Et j'ai été formé ensuite pendant mes stages et mon stage 6 mois chez Jean-Claude Mittelman et j'ai embrayé à la ProLR rapidement avec Vincent Giraud. Bon, c'est comme ça, c'est la vie et c'était très bien. On a monté plein de choses, on a fait plein de projets et à chaque fois on est monté d'un gradient comme on fait avec les abeilles et comme on fait en sélection. Voilà, voilà ma présentation. Très bien. Et tu as aussi eu un parcours d'apiculteur, éleveur, sélectionneur. En tout cas, quand tu étais basé sur Narbonne, tu as aussi une activité à ton compte. C'est bien cela? C'était super parce que j'avais un tuteur, c'était Lala Proeller, et ce qu'on faisait nous tous les deux, c'est-à-dire que le projet offre génétique m'a permis de voir tout un tas de types d'abeilles, de les essayer toutes, et après de devoir diluer parce que voilà, j'étais en italo-caucasienne, j'avais du tout venant au départ. Il a fallu changer de génétique au fur et à mesure pour des questions à la fois économiques, à la fois aussi d'urbanisation, c'est-à-dire que les gens se baladent, les gens passent à côté des ruchers. Il a fallu faire tout un tas de travail pour éviter d'avoir des problèmes, quoi. Donc voilà, moi dis-moi, je sais pas si j'ai été clair et précis. Oui, oui, non, mais c'est bien. Donc, en fait, tu as un parcours d'abord de technico-commercial, ensuite tu as découvert l'apiculture
voilà, dans une miellerie, tu as fait des formations, notamment le BPREA apiculture à Rodillan, et ensuite tu as eu un parcours voilà, au sein de l'ADA Pro LR en tant que technicien sur différents projets, qu'ils soient de l'offre génétique, comme tu disais, mais aussi d'expérimentation dans le cadre de la lutte contre varroa et d'autres projets également pendant Tout à un certain fait. nombre, La lutte contre le varroa, c'est mon fer de lance. et durant un certain nombre d'années. Et du coup, ça t'a donné aussi la possibilité finalement d'avoir un parcours en t'installant en tant qu'apiculteur éleveur que tu as fait pendant plusieurs années. Et maintenant, tu t'orientes plutôt vers apporter tes compétences, notamment dans la ferme apicole dans laquelle tu es actuellement dans le Loiret. C'est bien ça? Alors, ça a été riche. Et ce qui est très important, c'est que, ben, comme j'avais été perdu aussi quand j'ai démarré, ben, en plus de 20 ans d'apiculture, un peu comme toi, toi tu as plus de 20 ans de métier, ben, j'ai pris une trentaine de stagiaires. Et effectivement, la transmission, on n'est pas des ennemis, on est tous des frères. Donc, la transmission, elle est hyper importante. C'est-à-dire que faut pas qu'un gars il leurre les autres personnes. C'est très important. Ce que je dis là, c'est très important. Il faut transmettre. Et donc, j'avais à cœur d'avoir ton regard en tant que technicien, parce que dans cet événement Apiculture et conscience, coopérer avec les abeilles, je mets beaucoup l'accent à travers l'interview de nombreuses personnes sur le lien avec le vivant et le lien avec l'abeille en particulier. Et j'avais à cœur d'avoir ton regard en tant que technicien, notamment sur la notion de sélection. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la sélection, elle est contre-naturelle. Et au regard notamment de l'histoire, on se rend compte que la sélection, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de la sédentarisation de l'homme avec l'agriculture il y a plus de 10 000 ans, où déjà à l'époque, les hommes de l'époque en fait, sélectionnaient en fait, la taille des grains voilà, en vue d'une meilleure productivité. Et chez les animaux, on a aussi la même chose, puisque la sélection, elle date de la domestication animale. Et l'élevage sélectif chez les animaux, elle consiste vraiment à identifier des critères, notamment de productivité, de santé, de résistance aux maladies, etc., etc. Et donc, moi, je voudrais savoir un petit peu, est-ce que tu considères que l'abeille est devenue un animal domestique ou encore, est-ce que l'abeille est encore finalement sauvage pour toi? Alors, tu as plein de questions dans une question. Donc, je vais essayer de tout enregistrer et d'essayer de te répondre comme il faut. Bon, moi, chez moi, j'ai fait sur 20 ans tout un plan de sélection parce que je voulais aboutir à quelque chose. Je suis un adepte du frère Adam. J'ai lu Linné, j'ai lu Mendel, j'ai lu voilà. Donc j'ai regardé ce que nos ancêtres ont fait. Je ne touche pas au génome. Je fais que travailler sur ce qui est existant. Donc je ne peux pas, j'invente pas les choses. Je suis pas quelqu'un de révolutionnaire. Je ferais peut-être la révolution sur autre chose, mais je suis pas quelqu'un de révolutionnaire. Mais ça a fonctionné. Quand j'étais à mon compte, ça a fonctionné. C'est-à-dire que je suis passé d'une abeille méchante qui était essaimeuse à quelque chose qui était lent à essaimer, qui était doux, où j'ai même ouvert des ruches avec des enfants sans combinaison, des enfants de 5 ans. Donc on peut arriver ça. C'est pas pour faire du spectacle. C'est pour avoir un confort de travail et avoir un certain nombre de choses où les gens, où je les mets toujours en garde. Les abeilles, c'est pas domestique, c'est des animaux sauvages. Et il n'y a pas d'anthropomorphisme, il y a pas ça. C'est-à-dire que on les aime, mais elles se moquent de nous. Elles font leur job, c'est tout ce qu'elles ont à faire. Ça, c'est mon sentiment. Après, au niveau sélection, ça c'est encore une de tes questions. Tu y reviendras parce que tu m'as demandé trop de choses. Alors moi, déjà à la base, comme beaucoup d'apiculteurs, c'est le sanitaire. Voilà, faut que l'abeille, elle soit propre, qu'elle n'ait ni de maladie du couvain.
ni de maladie de l'abeille adulte. Déjà, ça, c'est les 2 points fondamentaux sur lesquels il faut s'appuyer. Ensuite, une fois qu'on a le sanitaire, ben, il y a le côté économique. Donc, pour qu'une abeille elle nous fasse du miel, elles sont pas faites à la base pour nous faire 100 kilos de miel à l'année. Et pour faire du miel, ben, c'est la lenteur à essaimer. Ça veut pas dire que ça va pas essaimer. C'est lent à essaimer. Donc, ça nous laisse le temps de pouvoir leur tirer un essaim qui, économiquement parlant, est encore quelque chose qui va nous permettre d'avoir des abeilles dans les ruches, parce que sinon, c'est la triple peine. On perd le miel, on perd les abeilles et on perd potentiellement la colonie, parce que si la fécondation se passe pas bien, ben on maîtrise rien. Donc ça, c'est très important. Et il y a la productivité qui nous permet de faire ce genre de choses. Donc, pour ça... J'avais une question, excuse-moi de te couper, Floris, mais j'avais une question justement relative justement à la productivité des l'essaimage. Tu disais que l'abeille était, selon toi, une abeille encore sauvage. Et quand on observe l'abeille à l'état naturel, on se rend compte que le processus d'essaimage, notamment, est un processus naturel qui permet la perpétuation de l'espèce. Donc, est-ce que enrayer ce processus naturel, c'est pas aller quelque part contre nature, selon toi? Alors, moi, je vais dire une chose, c'est que il faut raisonner dans la globalité. C'est-à-dire que il y a aussi la problématique du varroa. Donc, les essaims qui vont se poser ailleurs, dont personne ne s'occupe, quand ils vont être trop infestés de varroa, la colonie, elle n'a plus d'avenir. Et qu'est-ce que vont faire les dernières abeilles? Moi, j'ai vu des reines avec 3 varrois sur le dos. Hein. Donc, quand ça se réinfeste, que ces colonies-là, elles re-rentrent dans les ruches d'un apiculteur, eh ben l'apiculteur, il est bien, excuse-moi le mot, dans le caca. Voilà. Donc, oui, enrayer ce processus-là, maintenant, soit on fait comme John Kefus, plus personne ne traite, tout le monde laisse et on regarde ce qui a résisté. Mais l'apiculture, elle est morte. L'apiculture telle qu'on la connaît, elle est morte. Ce n'est plus quelque chose où les agriculteurs auront des ruches pour faire leur pollinisation. Les arboriculteurs aussi pour faire leurs pommes ou leurs cerises ou ce que vous voulez. Il n'y aura plus tout ça. Alors, est-ce qu'on peut se permettre ça? Oui, quand on n'arrive pas à interdire le glyphosate, on peut, je sais pas, à vous de réfléchir à ces questions-là. C'est plus à moi. C'est vrai que c'est toute une réflexion tout en profondeur, hein, de savoir justement traiter ou pas traiter, laisser l'abeille à l'état sauvage, en tout cas la remettre dans son milieu sauvage et de la laisser évoluer en faisant jouer la sélection naturelle. Et c'est vrai que, comme tu l'évoques avec John Kefus, c'est accepter à un moment donné un certain nombre de pertes de colonies, avec la possibilité que ces mêmes colonies puissent retrouver, en tout cas celles qui survivent, des capacités de résistance, notamment au varroa. Qu'est-ce que tu en penses? Vincent, oui, on en a acheté dans l'offre génétique de John Kefus. Ça pique, ça fait pas de miel et ça essaime. Il y a quoi? Oui, tu fais de la pollinisation avec. Est-ce que tu peux vivre uniquement de la pollinisation? Est-ce que tous les apiculteurs peuvent vivre de la pollinisation? C'est une grande question. C'est une grande question en effet, et c'est vrai que c'est tout l'enjeu de la réflexion, en tout cas que j'essaye de mener, sur justement cette coopération avec l'abeille et sur le fait de est-ce que quelle serait une apiculture finalement pour toi respectueuse de l'abeille? Parce que voilà, on voit bien qu'il y a des dissensions sur certaines pratiques sous-jacentes justement à la conduite apicole. Pour toi, c'est quoi une relation éthique avec l'abeille dans le sens de la coopération avec l'abeille, selon ta sensibilité d'éleveur, sélectionneur et des critères justement de sélection et d'amélioration dont on va parler dans quelques instants? Mais c'est simple.
c'est l'aimer. Si tu aimes l'abeille, ben, de mon point de vue, ben, tu vas l'aider. C'est comme ton chien s'il a des tiques. Tu vas pas le laisser infester de tiques. Tu vas pas. C'est nous qui appelons ça une abeille qui est domestique, mais elle n'est pas domestique. On a un amour unilatéral. C'est nous qui l'aimons. Elle nous aime pas forcément, mais elle nous rend tellement de services gratuits. Et elle travaille pour nous. Et elle travaille pour l'environnement. Elle travaille pour le maintien de la biodiversité. C'est un maillon essentiel pour qu'il y ait la possibilité que les oiseaux, ils aient encore des insectes qui vont se reproduire sur des plantes et qui vont pouvoir manger. Et ainsi de suite. C'est essentiel. Et on est les parents pauvres de l'agriculture. Nous, on n'a pas de subvention, on a très peu de choses. On l'a en élevage, on l'a chez les semenciers, parce que j'ai beaucoup bossé là-dessus, et dedans. Donc je sais comment ça se passe. Mais je vais pas pleurer. Je sais très bien comment c'est, et je sais qu'on peut aboutir à quelque chose. Et quand tu me parlais de Nancy et Miguel, là où je suis dans le Loiret, le grand plan de sélection, il est lancé. Et on a déjà, dès la première année, on a déjà des résultats. On a retrouvé la douceur, on a testé en partie la productivité, on a des abeilles qui sont homogènes, voilà, ça démarre. On a la chance que avec l'abeille, c'est peut-être pas de la drosophile, hein, on n'est pas dans des labos, hein, mais en 2-3 ans, en travaillant, voilà, à la fois sur les reines et à la fois sur les mâles, ben on a déjà des résultats sur le rucher d'élevage. Voilà. Oui, donc on va revenir plus précisément justement sur le travail que tu as effectué en sélection et les résultats que tu as pu obtenir. Mais j'aimerais revenir sur justement ce rôle de coopération, parce que j'entends bien que voilà, l'amour de l'abeille peut aussi inclure ce que faisaient autrefois nos ancêtres, c'est-à-dire d'amener finalement une forme d'amélioration ou d'adaptation. Et ce que j'entends, c'est que c'est vrai que face aux enjeux de l'apiculture et de l'abeille actuellement, pour toi, c'est important de pouvoir mettre en place, en fait, à travers la génétique et la sélection notamment, l'expression de gènes qui permettent cette adaptation à un milieu qui est complètement changeant. C'est un petit peu ça ta vision? Ah oui, c'est profond, mais faut y aller pas à pas. Donc, je vous ai parlé de sanitaire, de lenteur à essaimer, de productivité. Bon, il y a les abeilles hygiéniques sur lesquelles on est en train de travailler, les couvains congelés, les choses comme ça pour pouvoir tester. Voilà, je vous ai parlé de la douceur. Je vous ai pas parlé aussi d'autonomie. C'est-à-dire que l'abeille doit être autonome parce que à la base, tout ce dont tu parles, qui est la rusticité, c'est des abeilles qui sont autonomes, qui vont survivre. Donc, des apicultures au sirop, c'est pas trop mon truc. Je vais toujours chercher à faire en sorte que on n'ait pas à mettre des produits qui sont exogènes. Rien n'est mieux pour l'alimentation de l'abeille que son propre pollen et son propre miel. Donc, je travaille là-dessus. Et maintenant, on a encore un nouvel enjeu. C'est l'adaptation au changement climatique. Et aux nouveaux prédateurs, parce qu'on a le frelon asiatique. Là, dans le Loiret, pour l'instant, sur les ruchers, on n'a pas de souci. Mais à la mielerie, ça s'appelle bois de Basselin. Donc, on est en plein bois. Et il y a des nids, on est infesté. Et on a quelques colonies sur place. Et ça permet de regarder. Donc, dans la sélection, j'ai fait rentrer de la Sariensis pour les écarts de température, nocturne et diurne. De manière, c'est déjà dans la bugfast, parce que je suis un bugfaster, j'ai oublié de le dire au départ. J'ai fait rentrer de la latolienne parce qu'elle sait se défendre contre le frelon Vespa orientalis, et je vais renforcer ces caractères-là. Donc ça passe par les mâles et ça passe par les reines, et tout en restant en bugfast. Moi, je fais rien de nouveau. Je reprends les travaux du frère Adam. À la fin de tous ses livres, il y a un tableau
où vous avez toutes les notations avec toutes les races d'abeilles qu'il a foutues là-dedans. Donc, moi, je ne fais que reprendre des travaux qui ont déjà été accomplis avec les lois de Mendel, avec tout ça, avec tout ce qu'on connaît, nous, au niveau génétique. Donc, quelque part, fixer des caractères génétiques sur 3 ans, c'est assez facile. Donc, je fais venir, effectivement, des choses par rapport à des apiculteurs de l'extérieur. Mais la grosse partie de mon travail, c'est la sélection massale. On prend les meilleures colonies. Ça, c'est Raymond Zimmer. Il est encore en place. Hein, il a encore son site, il est encore en place. Et Raymond Zimmer, il est venu à l'ADAPRO-LR une année sur un séminaire. Il a dit, vous prenez les 10 meilleures ruches, vous mettez des cadres à mâles, et vous allez voir la physionomie de votre rucher, elle va totalement changer. Moi, j'avais qu'une hâte, parce que les séminaires, ils sont en fin d'année. C'est de redémarrer la saison pour essayer ça. Il disait, tout le monde sait travailler sur les reines, personne ne sait travailler sur les mâles. J'ai fait ça, c'était révolutionnaire pour moi. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et là, voilà, j'ai eu un engagement au niveau de la sélection en se disant, voilà, c'est plus compliqué. Oui, effectivement, c'est des fécondations qu'on ne maîtrise pas parce que ça part en vol et puis il y a une polyandrie, plusieurs mâles pour une femelle. Effectivement, il y avait ce souci-là. Mais on sait que sur les reines, comme c'est une parthénogénèse, effectivement, les mâles, c'est des clones. Même si elles ont été croisées avec de la noix, on peut faire des mâles avec sur la buckface ou peu importe la race que vous voulez utiliser. Et effectivement, ça, c'était vraiment forcément une révolution. Et j'essaye de vulgariser. Alors, effectivement, il y a des mots, parthénogénèse, arénotoque, et il y a plein de choses que je peux dire. Il y a des mots qui sont comme ça. Mais effectivement, la sélection, c'est assez simple en fin de compte. Il n'y a pas besoin de faire une grande école. Par contre, il faut vraiment que quelqu'un vous explique ce que c'est. À réaliser, c'est simple. Il faut juste être patient pendant 2-3 ans. Tu n'as pas besoin d'avoir, t'es pas en bovin, t'es pas en machin, en attendant que l'adulte soit mature et en mesure de se reproduire. En 2-3 ans, dans la même saison, tu peux faire plein de choses. Et donc, pour illustrer finalement tes propos justement sur cette mise en place de sélection massale, est-ce que tu pourrais, à titre d'exemple, nous montrer un petit peu justement cette première année où tu as travaillé chez un apiculteur, chez un couple d'apiculteurs? Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce que tu as mis en place, de ce que tu as trouvé peut-être d'abord quand tu y es arrivé, voilà, si c'est possible, et de connaître un petit peu les différentes étapes que tu as suivies pour mettre en place justement ce travail cette année et les premiers résultats que tu as obtenus, en sachant qu'évidemment, tu verras les résultats l'année suivante par rapport à tout ce qui a été fait cette année. Est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes que tu as suivies au regard de cette sélection que tu veux mettre en place et dans cette sélection massale? Fastoche. Je dirais fastoche. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les souches de Miguel qui restaient. Donc, du coup, je regardais. J'étais pas forcément satisfait de ce qu'il avait, mais on en a pu en trouver, je sais pas, 3. Je dirais 3. Ensuite, on a écumé les ruchers. Alors, attends, excuse-moi, Floris, sur les 3, quels étaient les premiers critères en fait que tu as pris en compte dans l'observation en te disant, celle-là, par rapport à l'ensemble du cheptel, de l'effectif, qu'est-ce qui t'a permis d'identifier finalement 3 colonies qu'on appelle des souches ou des colonies remarquables? La structure, Vincent, la structure, c'est-à-dire qu'elles aient ces cadres de miel, parce que moi je suis arrivé au mois de mars, les cadres de miel qu'il y avait en rive, ensuite la structure du couvain, le pollen qui doit être autour et le bandeau de miel en tête de cadre, en haut du cadre. Donc c'est ça. Moi, en tant que buckfaster, j'en fume que l'entrée. Ensuite, je fais la visite.
Voilà, et sans gants. Et ça permet de tester la douceur. 0 piqûre, ben, c'est la note 6. Hein. 1, 2 piqûres, ben, c'est 5. Et puis après, ça redescend au fur et à mesure. Et si on prend trop de piqûres, bon, ben, y a pas la douceur. Et on n'en fume pas. Et on prend le lève cadre. On tape un petit peu, voilà, comme tu peux avoir sur les petites vidéos. On tabasse les abeilles. Et on n'en fume pas, et puis les abeilles, elles doivent descendre, elles doivent répondre au lève-cadre plutôt que... c'est comme... Oui, quand tu dis tu tabasses les abeilles, pour nos auditeurs auditrices, c'est plutôt tu donnes des coups secs en fait du voilà. F4 sur la tête de cadre. C'est pas une violence Non, dirigée vers les abeilles. c'est pas violent, et on le fait pas tout le temps, ça. C'est juste... on le fait de temps en temps pour regarder si on a bien ce critère de douceur qui est important par rapport à l'urbanisation, les gens qui vont passer à côté d'un rucher, qui se fassent pas piquer, quoi. Voilà, c'est uniquement ça. Après, nous, travailler sans gants, c'est quand même un confort de travail qui est super, quoi. D'accord. Donc, tu as pu identifier donc 3 colis parmi l'ensemble de l'effectif de Miguel, hein, la personne avec qui tu travailles cette année. Et ensuite, quelles ont été les étapes suivantes au fil du temps? Eh ben, on a écumé tous les ruchers. J'ai regardé toutes les colonies avec lui. J'ai enfumé que l'entrée. Et on a fait le travail que je t'explique. Lui, il avait déjà noté plus ou moins de choses. Donc, on a pu revenir à des choses. C'était du Duguay, hein, c'est Sophie Duguay, là, tu sais, apiculture au féminin, que tu avais invité à l'époque. Donc, il y avait du Sophie Duguay dedans. Et ce qui m'a le plus plu, après, il y avait d'autres choses où on n'avait pas la traçabilité. Du fait du manque de marquage, parce qu'il faut tout noter, hein, sélection. Mais on les a prises quand même. Et on a fait des mâles, et on a fait des reines, et on leur a attribué des nouveaux numéros, parce que le côté F0, c'est nous qui le décidons. Et à partir de ça, même moi, sur certaines lignées, quand j'étais à mon compte, je suis allé jusqu'en F7 en sélection massale, parce que les filles, elles sont meilleures que leurs mères. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur la masse, on va retrouver des choses. C'est ça la fixation des fixations génétiques que je recherche. Et à terme, je rentrerai toujours peut-être un petit peu de sang nouveau, mais de manière, parce que le problème de l'abeille, c'est la consanguinité. Donc, il faut pas être en vase clos. Il faut savoir partager aussi avec les copains apiculteurs. Il faut savoir partager les choses. Voilà, même si on doit payer, même si on doit machin, mais on peut le faire aussi gratuitement en passant des accords. Mais je pense que l'idéal, il est là-dedans. C'est-à-dire que une abeille qui permette à l'apiculteur de vivre de son travail aussi, parce que ça c'est important, et qu'il ait une vision globale des choses. Et ça, je pense que c'est essentiel. Qu'est-ce que tu appelles une vision globale des choses? Avoir une vision sur le varroa, avoir une vision sur l'urbanisation avec les gens qui se baladent, avoir quelque chose qui n'infeste pas les ruchers du voisin à côté, quelque chose qui est pas trop essaimeur pour pas qu'il y ait des réinfestations par derrière. Voilà, la vision globale, avoir la vision aussi de son environnement, de son écotype, et aussi de l'épigénétique, parce qu'on doit aussi parler de ça. Oui, on va en parler de l'épigénétique. En tout cas, ça fait partie des notions importantes à prendre en compte. Et donc, tu disais, pour continuer sur les étapes, donc tu as donc élevé des reines, élevé des mâles à partir de ces 3-4 colonies donc identifiées. On a une vingtaine de lignées, excuse-moi Vincent, on a une vingtaine de lignées. Donc du coup, tu as une vingtaine de lignées donc,
qu'on appelle F0 qui ont été constitués, sur lesquels tu as produit des mâles et des reines. Et ensuite, quelles ont été les étapes suivantes au fil de la saison pour en conclure sur quel résultat tu as obtenu? Est-ce que cette première étape a été faite cette année ou tu as d'autres étapes qui ont été réalisées? Alors, on a filé des reines autour de nous. On les a données de manière à ce que les gens changent leur génétique, mais par ricochet, de toute manière, vu la quantité de mâles que l'on produit sur le rucher Malavoie, il y a pas photo, quoi. Donc, quelque part, arrive un moment, s'ils font pas le job il va se faire tout seul parce que mes mâles, ils vont aller, dès que ça va s'aimer chez eux, comme les gens ne s'occupent pas vraiment de leur ruche, c'est ça. Donc, il faut des visites régulières, faut être au cordeau avec les colonies. Mais voilà, j'ai perdu le fil. Je te demandais justement, suite à cette la vision globale. La vision globale. Non, pas la vision globale, c'est que tu nous parlais justement que suite à l'identification des colonies souches, donc une trentaine au final, tu avais produit des reines et des mâles sur ces colonies. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes au cours de la saison pour continuer ton plan de sélection, ou est-ce que finalement, à partir de cette étape-là, tu as déjà eu des résultats, et si oui, lesquels? On a fait des essaims, parce que c'est un rucher d'élevage, on a fait des essaims, on a fait des reines, on fait tout en vierge. On a démarré en cellule avec protecteur Nico, comme j'ai eu fait tout ça. Donc toutes les reines naissent en couveuse. On les marque, on regarde s'il y a des points varrois, si elles ont des ailes frisées, on regarde si elles sont bien conformées. On prend les plus grosses pour la vitellogénine et les corps gras pour la longévité de la reine. On choisit tout ça. On introduit. On introduit au miel, donc on jette les reines dans du miel et après on fout ça dans le nourrisseur et puis ainsi va la vie. Et voilà. Et après il y a une batterie de ruches à mâles. J'en ai bien une cinquantaine. Voilà. Mais c'est une grosse exploitation. On est c'est une rue. C'est des ruchers. Ils sont petits, des ruchers de production de 30-40, pas plus, ou une vingtaine. Et après, mon rucher d'élevage, on est sur 300 caisses. On a 50 caisses pour les mâles. On a les souches, on en a une vingtaine. Et après, il y a 300 essaims sur lesquels on doit avoir la main mise et le contrôle. Et tout ça, repart après pour compléter les trous sur les ruchers les ruchers de production. Et voilà. Et en fait, ce que je te demandais, c'est que, OK, il y a cette production d'essaims, il y a cette production de ruches à mâles, de production de reines, mais est-ce que tu fais un travail la sélection massale, elle nécessite de faire un travail de sélection, de tri aux différentes étapes en fait de la sélection. Donc, comment tu poursuis ce travail de sélection massale par exemple, sur les F1 que tu as produits? Il y a une partie en fonction des numéros de lignée qui partent en production. Donc là, on regarde la production, mais entre-temps, j'ai fait un pré-tri. Et s'il faut éliminer, j'élimine. J'ai oublié de dire une chose, c'est qu'à côté de ça, cette année, je devais avoir 70-80 nucléés de fécondation. Donc j'ai des reines qui sont banquées là-dedans. Donc je peux taper à tout moment là-dedans. Si la reine des essaims ne me plaît pas, je peux en récupérer ailleurs. Et est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu entre le constat de ton arrivée au mois de mars et puis la situation mise en hivernage, quels sont pour toi les grands résultats que tu as pu noter qui te donnent confiance sur l'avenir et sur les résultats escomptés? L'avenir, il est incertain. Les résultats,
je suis assez content du travail qui a été fait cette année. Bon, on a une année qui était plutôt pluvieuse. On a bossé sous la pluie avec des ponchos, mais bon, ça c'est pas grave. Et ça nous a donné aussi de regarder l'autonomie de l'abeille. C'est pas, je dirais que c'est pas une grosse année en termes de sélection, parce que là, on a pu sélectionner sur un certain nombre de critères. Mais moi, venant du sud, étant de Narbonne, les meilleures années, c'est quand il fait sec et que rien ne donne. Et à ce moment-là, on voit l'autonomie, on voit un certain nombre de choses. C'est pour ça que la sélection, elle prend du temps. Alors même si je dis que c'est simple et que c'est rapide et fastoche, on voit pas tout. Et on voit pas tout si on n'a pas un suivi régulier des colonies. Moi, je travaille au Posca et puis je note tout sur les toits. Et après, on fait un relevé de toutes les informations. On peut mettre ça en tableau Excel ou quoi que ce soit, et puis on regarde ce qui sort du lot. Mais est-ce que tu pourrais peut-être sur le plan des résultats, tu dis que c'est des résultats relativement satisfaisants pour toi, mais concrètement, c'est quoi les résultats? C'est en termes d'effectifs, c'est en termes de stabilisation de certains critères, d'amélioration globale? Quels seraient les éléments que, si tu devais les décrire, c'est quoi ces éléments de réussite? Tout est bon. Il y a sur ce qui reste après la mise en hivernage. Je dirais qu'il y a 4-5 agités du bocal, 4-5 qui sont un petit peu, elles sont plus agressives, elles sont agitées. Voilà. Donc avec un enfumoir, ça fonctionne. Mais ça va partir l'année prochaine sur la production, parce que le gros souci ici, c'est les mielées. Donc on a des mielées qui sont bloquantes. On attaque sur bien entendu, il y a le sol marceau, il y a les noisetiers, il y a les trucs comme ça pour le tout début de saison, mais c'est pas vraiment des mielées. Mais je suis en grande culture, 40 km de Fontainebleau, 100 km de Paris, on est vraiment en grande culture. On attaque sur le colza. Ensuite, le miel du Gâtinais, parce que je suis dans le Gâtinais. Le miel du Gâtinais, c'est plus ce qui était à l'AOP d'origine. C'est l'acacia. Donc, mielée bloquante, à nouveau. Mielée fragile aussi, en fonction du climat, parce que c'est pas le climat du sud, hein, il fait pas beau. Hein, Ensuite, tournesol, luzerne, tilleul, voilà. Donc, on a que des mielées bloquantes. Donc, la lenteur essaimée, elle a d'autant plus de sens ici. C'est pour ça que l'épigénétique, elle est importante. C'est-à-dire que on est dans un environnement qui est complètement différent de ce que je connaissais, moi, depuis 20 ans dans le sud. Et ça, c'est important d'en parler. C'est que, je prendrais un Vincent Giraud, je le fais grandir à Lille ou dans le nord de la France, et je prends le même, son clone, je le fais vivre dans le sud de la France, ça sera pas le même. Et les abeilles, c'est pas pareil. Alors on transporte effectivement des reines. Moi, j'ai des reines qui peuvent venir d'Italie, de Turquie, du Maroc, ce qu'on veut. Est-ce que c'est réellement adapté? On les prend pour leur gène. Est-ce qu'ils vont réellement s'adapter? Ça, c'est une grande question. Mais ça, c'est mon travail. C'est à moi de voir sur les années à venir ce qu'il est possible de faire et ce qui est impossible de faire. Après, comme me disait Jean-Marie Barbanson, Floris, tu n'auras pas toujours des réponses à tes questions. Faut chercher. Et donc, merci déjà pour ce témoignage. Et puis, oui, tu parles. Il y a une grande question aussi pour les personnes qui sont plutôt plus naturalistes par rapport à l'abeille, tu sais, qui aimeraient vraiment conserver la race endémique, de la race endémique. Ça n'existe pas. Je t'arrête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ou ça n'existe plus? Ça n'existe pas, en tout cas de façon répandue, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que
quand on a vu l'effet hétérosis, quand on croise deux races d'abeilles différentes, on fait vachement plus de miel. Ça, c'est arrivé même dans les pays de l'Est. Ça n'existe plus. Il y a quelques conservatoires de l'abeille noire. Il y en a en Belgique. Il y en a à Ouessant, chez nous. Il y a quelque chose comme ça. Mais le muséum d'histoire naturelle, souviens-toi, il y avait le matériel où on pouvait faire des diapos de l'index cubital, des ailes de l'abeille, qu'on envoyait au muséum d'histoire naturelle. Souviens-toi, Vincent. Et voilà, la part de noir, elle est faible. Le truc endémique, c'est quelques petits pourcentages. Mis à part ces conservatoires-là, ils travaillent avec ces outils-là. Donc, l'abeille, telle que machin, il y a des caractères récessifs, et il y a des caractères dominants. Ce qu'on voit, les caractères dominants, c'est la couleur noire et l'agressivité de la noire. Mais après, elles sont blindées de plein d'autres. De la carnica, l'italienne, de machin. Rien n'est pire qu'une italo noire. Mais est-ce que tu penses que c'est quand même important de conserver justement sur le plan de la génétique au sens large, justement l'abeille endémique, Apis mellifera, qui existe depuis des millions d'années et qui a su s'adapter au fil des années? Largement, je suis d'accord à 100%, Vincent. Moi, je travaille avec la famille Ciampelli en Italie, en Ombrie. Raymond Zimmer, j'ai eu des reines de chez lui. Il travaillait avec Patrick Georges. On en a eu aussi ensemble. Moi, j'en ai eu chez moi. De la buckface par de la noire de Corse. Et la noire de Corse, souviens-toi, on les faisait toujours en dernier. C'était d'une agressivité maximale. Après, compacité de couvain, structure de cadre et ainsi de suite. Magnifique. Moi, j'en ai eu du Zimmer. Et Zimmer Patrick Georges. Et ouais, génial. Une abeille qui est douce, elle est lente à essaimer. Voilà, le travail, il est bien fait. Mais les ruches, elles me faisaient une hausse, maximum 2 hausses par an. Je vis comment? Je paye mes factures comment? Oui, donc ce que j'aimerais aborder avec toi, parce que je comprends bien que l'approche de la sélection, elle est finalement comme à l'origine, avec un premier critère mis en avant, c'est la productivité, parce qu'il y a la dimension économique. Donc, quel est ton regard que tu portes sur la dimension éthique de la relation à l'abeille et la partie économie? Vincent, c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. Il y a une dimension économique parce qu'on doit vivre de l'abeille, mais l'abeille, maintenant, sans nous, grandement, voilà. Bon, je pense qu'il y aura des îlots où elle va pouvoir survivre. Mais grandement parlant, pour nous, sans elle, on n'est rien. C'est tout, c'est ma réponse. C'est-à-dire que si maintenant, avec les changements climatiques, si on ne l'aide pas à survivre, toute la filière va s'effondrer. Et si la filière elle s'effondre, c'est toute l'agriculture qui va s'effondrer. Et quand je parle d'agriculture, je parle à la fois du végétal, mais on participe aussi à l'alimentation animale. Donc c'est tout un pan de la société, le pan vivrier qui n'est pas considéré, de mon point de vue, qui va s'effondrer. Et tous les gens qui vont acheter leurs légumes au supermarché et leurs barquettes de viande, ils n'auront plus tout ça. Je sais pas, c'est un choix. Donc, tu penses que vraiment dans la situation actuelle que nous vivons, dans cette crise écologique, avec notamment, on l'a vu, une grande disparition des insectes et puis la remise en question finalement de la survie de l'abeille qui est mise à mal notamment par les biocides. Toi, tu penses que finalement l'apiculture et les pratiques apicoles qui visent à la sélection et l'adaptation de l'abeille dans son milieu est une pratique éthique? Non, vraiment... non.
il faut être avisé comme il faut quand on fait de la sélection. Moi, je veux une abeille qui est autonome. Moi, ce que j'ai vu, moi, souvent, je regarde sur Internet, on a des couvains, d'accord, sur un cadre, il n'y a que du couvain. C'est pas de la sélection, ça. C'est de la merde. Comme dirait Jean-Pierre Coff, là. C'est de la merde. Je suis désolé du terme. C'est de la merde. Parce que si on sélectionne pour avoir que des abeilles et plus de miel et qu'on récolte et que les abeilles, elles ont plus rien à bouffer, eh ben, c'est plus de la sélection, ça. Si, c'est de la sélection. Mais de la sélection de merde. L'abeille, elle a une structure de cadre. L'abeille, elle doit être autonome. Elle doit nous donner que ce qu'elle peut donner. Tu comprends ça? On doit prendre que ce qu'elle est capable de nous donner. Et nous, on doit vivre avec ça. Mais on ne doit pas la forcer à faire des choses qui sont du non-sens. C'est plus de la sélection. Et en même temps, on se rend compte, si tu veux, dans ce non-sens, que si on laisse l'abeille à l'état naturel, sa capacité, par exemple, d'amassage, elle est adaptée à ses propres besoins, elle n'est pas adaptée à remplir des hausses qui sont mises successivement les unes sur les autres. Alléluia, je suis d'accord. Et par contre, la dimension économique de l'apiculture vise à une productivité de plus en plus importante qui va au-delà, me semble-t-il, à un moment donné, si tu veux, du respect de l'abeille, puisqu'on la pousse au-delà finalement de ses capacités. Et on en arrive justement à des choses qui me semblent excessives, à savoir, par exemple, changer les reines toutes les années, etc., etc., tu vois? Eh ben, tout à fait. Tout à fait. Tu as résumé le truc. Mais on a besoin, pour la filière, que les apiculteurs arrivent à vivre de leur boulot. Donc, il faut un minimum de production. Sans être gourmand. Faut pas être trop gourmand. Quand tu fais trop, tu pousses trop les choses au niveau sélection. Bon, après, effectivement, on l'a fait sur plein de choses. Est-ce que c'est du bon sens ou du non-sens? On arrive du loup, on fait des chihuahuas ou des Yorkshire. Est-ce que c'est du bon sens ou pas du bon sens? J'en sais rien. Moi, j'en sais rien. En tout cas, je sais que l'abeille, elle a besoin de choses importantes. C'est son miel, son pollen pour redémarrer l'année prochaine. Elle a besoin de tout ça pour fonctionner normalement. Et moi, je ne veux pas interférer là-dedans. Moi, je veux qu'elle conserve ses caractères, là, qu'elles ont des caractères aussi en fonction des races des abeilles et tout ça que je croise. Je veux qu'elles aient tout ça. Je veux qu'elles aient, que je m'en occupe pas en fin de compte. Moi, je suis plus chat que chien. Moi, si j'ai envie de partir 15 jours, je veux que, de toute manière, voilà. Mais je veux pas que ça meure. C'est tout. C'est ce fameux côté amour unilatéral. Et même si, par cette sélection, puisque tu parlais d'une saturation, par exemple, de mâles dans un environnement donné, et que les autres apiculteurs, finalement, profitent indirectement, si tu veux, de cette sélection, bah, c'est un petit peu toute la difficulté, finalement, des conservatoires et de cette capacité à préserver, finalement, des caractères. C'est comment on cohabite, si tu veux, avec, finalement, des visions différentes de l'apiculture. Et j'en arrive justement un petit peu à cette vision en fait que j'aimerais que tu partages, celle de comment tu vois l'apiculture finalement et la protection des abeilles demain au regard justement de cette diversité des approches. Moi, honnêtement, je fais encore de l'assistance technique. Je ne suis plus dans une ADA, mais je fais encore de l'assistance technique. Les gens m'appellent, voilà. En Corse, ils ont leur conservatoire. En Belgique, ils ont leur conservatoire. Ouessant, ils ont leur conservatoire. En ce qui concerne l'abeille noire. Après, tant que il y a trois niveaux au niveau de la sélection et de l'élevage. La première, c'est l'apiculture en lignée pure.
moi, je bosse avec les Ciampelli, je les ai évoqués. Institut de Bologne, Ligustica pure, personne ne peut rentrer quoi que ce soit dans une zone prédéterminée. D'accord? Grâce à Ciampelli, ben voilà, j'ai mes éleveuses, je peux faire mes croisements, je peux faire un certain nombre de choses. Tant qu'on arrive à conserver des lignées pures, ça va bien. Donc il y a le deuxième niveau, c'est l'apiculture de croisement. L'apiculture de croisement, c'est la recherche de l'effet hétérosis. On prend une abeille méridionale comme l'italienne, par exemple, la Ligustica, on croise ça avec de la caucasienne. Ce que faisait mon maître Mittelmann. Donc là, on a un effet hétérosis qui est énorme, on fait beaucoup de production, on peut avoir plus ou moins de défauts, de choses comme ça, des couvains plâtrés, des choses comme ça. Donc sanitairement, c'est pas génial, mais les productions sont énormes. Mais en deuxième génération, troisième génération, ça se dégrade. Et puis il y a l'apiculture de combinaison. Ça, c'est la buck. Et donc, je m'appuie sur les lignées pures pour avoir mon apiculture de combinaison. Donc, j'ai à la fois mon hétérosis, j'ai tout là-dedans. Mais il faut laisser des sanctuaires d'abeilles pures pour qu'on puisse continuer à essayer de l'aider à passer ce cap du changement climatique si un jour on arrive à passer ce cap-là. Et ces sanctuaires-là, ils sont importants parce que si effectivement l'humanité doit disparaître, ces sanctuaires, ils vont permettre que cette abeille-là elle continue à faire son travail. Alors c'est un peu apocalyptique ce que je te dis, mais je sais pas, c'est dans l'ordre du possible. Et merci encore beaucoup pour ton témoignage et puis ton apport de connaissances et puis de conciliation aussi entre cette approche de la sélection qui n'est pas antagoniste avec le besoin de conservation de certaines sous-espèces. Et donc, pour te laisser un peu le mot de la fin, voilà, comment tu vois l'avenir de l'apiculture? Alors, on l'a un peu abordé au vu des enjeux actuels. Et puis surtout, quel mot de la fin tu pourrais partager à celles et ceux qui voudraient peut-être découvrir ton travail ou voilà, être dans cette approche finalement qui, selon toi, est aussi respectueuse des abeilles et qui est intéressante aussi à aborder? Moi, je pense que on va y arriver parce que je suis quelqu'un de largement optimiste. Je pense qu'on va y arriver, mais la tendance fait que ce séminaire sera peut-être intéressant parce qu'il y a des gens qui vont un petit peu changer leur fusil d'épaule. Et je pense que rien n'est perdu. On a quelque chose de très important à faire. On a un mandat. On a un mandat qui est qu'on s'inflige nous-mêmes, en fait. Et l'apiculture, c'est pas n'importe quoi. C'est pas ridicule. Et voilà. Et faudrait que les personnes se rendent compte de l'importance et l'impact qu'a la filière dans leur vie de tous les jours. Et ce que j'ai à déplorer, c'est qu'on perd de plus en plus de professionnels et tout est honorable, et qu'on a de plus en plus d'apiculture de loisirs. Et je suis content pour eux parce que ils essayent, mais il y a un gros problème de formation parce que même les gens qui sortent de formation maintenant, ils arrivent pas à comprendre les choses et puis on les amène dans des grosses exploitations en leur disant que ça va être comme les fermes à 1000 vaches. Voilà. Donc, ce qui est une bêtise, tout est dimensionné à taille humaine. Un apiculteur, quand il ne peut plus visiter trop de ruches, il en a moins. De toute manière, il va en laisser crever. Donc, quelque part, il va voir que c'est, voilà, il va comprendre sa limite. Donc, quelque part, arriver un moment de faire des grosses choses,
Voilà. Moi, voilà. Pour le mot de la fin, après, est-ce que tu veux commenter mes propos? Non, non, mais j'ai pas forcément envie de commenter tes propos, juste justement pour donner un petit peu la. Voilà, tu donnes une note d'espoir en tout cas, à la fois une note d'espoir et à la fois une note où voilà, tu regrettes qu'il n'y ait peut-être pas plus d'apiculteurs qui vivent exclusivement de cette activité, et en même temps tout en reconnaissant l'existence de tous ces passionnés, puisque voilà, au-delà de la manière dont on manifeste notre passion, on est tous unis par une même passion, celle de l'abeille. Mais on est tous unis dans l'humanité grâce à l'abeille. Parce que même si on n'est pas en contact avec l'abeille, c'est elle qui nous nourrit. Et pas que les agriculteurs, il y a les apiculteurs qui sont au milieu. Que ce soit pour les bêtes, que ce soit au niveau du végétal et les légumes et tout ça, on est là. Et on peut compter sur nous. Un grand merci, Floris. Et les personnes qui souhaiteraient te contacter, je laisserai tes coordonnées mail notamment sous cette vidéo. Je te remercie pour ton témoignage, ton expertise en matière d'élevage sélection. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être sur un live qu'on va organiser dans le cadre de cet événement-là. Et je te dis encore un grand merci et à très bientôt. Avec grand plaisir.